votre pont préféré? Alors le pont de Millau, parce que j'y ai un peu travaillé, et puis un pont lointain, le pont de Shanghai, le premier pont sur le fleuve qui traverse Shanghai, parce que j'étais conseiller des Chinois pour le construire. Voilà. Donc pour satisfaire mon ego, c'est celui que je préfère. Alors le pont, le viaduc de Millau, vous le savez tous, c'est un record du monde, notamment la plus haute pile, etc. Le pont de Shanghai a été aussi un record du monde, dépassé par le pont de Normandie de 2 ou 3 mètres en portée, mais il a 2 fois 5 voies de large, donc 10 voies de large, ce qui est énorme, et il est tellement haut parce qu'il faut laisser passer les transatlantiques, les cargos, etc. sous ce pont-là, sur lequel il y a une énorme navigation du port de Shanghai, et donc on accède au pont sur un des deux côtés par l'autoroute 2 fois 5 voies en colimaçon qui monte jusqu'au niveau du tablier du pont. C'est un peu amusant. Dans les anecdotes, j'en ai une autre, c'est que ces piles qui sont à peu près de la même hauteur que celle de Millau étaient échafaudées avec des bambous. Et donc quand on montait pour accéder au sommet de la pile a sensiblement ce profil-là, le tablier est ici, vous voyez, les piles partent du sol, enfin de la mer, elles s'élargissent, là il y a les 10 voies, puis ensuite elles se resserrent, et l'échafaudage, lui, était perpendiculaire, parallélépipédique, et la cabine d'ascenseur accolée sur le bord de l'échafaudage, accrochée aux 200 mètres d'échafaudage en bambou, se promenait avec une période d'à peu près 7 à 8 secondes, pour faire un mouvement de plus 4 mètres, à moins de 4 mètres, pour un vent de 25 km/h. Au-delà, on ne montait plus dans la cabine. Donc c'était très très impressionnant quand on montait dans ce... Bon. Pouvez-vous faire la différence entre un pont et une passerelle? C'est une question de vocabulaire. En fait, on a plutôt tendance à appeler passerelle quelque chose qui est réservé aux piétons, aux cyclistes, alors que le pont est réservé à tous les types de circulation. Mais il peut arriver qu'on appelle quelquefois passerelle des choses qui sont des ponts aussi. Donc, Alors, le béton est un matériau qui a été inventé par les Romains, qu'on a perdu ensuite, on en a perdu complètement l'usage 2 siècles après Jésus-Christ, donc dans le très haut Moyen-Âge. On a retrouvé les textes de l'architecte extraordinaire des Romains, qui s'appelait Vitruve. On a retrouvé ses livres dans lesquels il décrivait comment faire du béton. Et c'est l'architecte de Louis XIII et de Louis XIV, Perrault, le frère de celui des comtes Perrault, qui a retrouvé les livres, qui les a traduits, qui donc théoriquement devait savoir faire du béton et qui ne s'en est pas servi assez bizarrement. À cette époque-là, on construisait en pierre. Et il a fallu attendre le XVIIIe siècle pour qu'on réinvente, et surtout le XIXe, qu'on réinvente le ciment, qu'on réinvente le béton, qu'on avait perdu pendant 18 siècles à peu près. Et ce béton, qui a été mis en œuvre à partir de 1850, assez étrangement d'ailleurs, d'abord pour construire des grands bacs à fleurs et pour construire des barques en béton. Les premiers brevets portent sur ce type d'ouvrage, 1850, et ensuite on s'est mis à construire des immeubles avec ce matériau-là. Et de 1850 à 1980, on va dire, pendant 140 ans, ce béton a gardé les mêmes propriétés, il n'a pas bougé. Les technologies de mise en œuvre, les méthodes de calcul ont beaucoup changé, mais le matériau est resté le même pendant 140 ans, de façon très étrange. Les scientifiques travaillaient pas sur ce sujet, travaillaient pour le modéliser, mais pas pour l'améliorer en quelque sorte. Et c'est à partir des années 80, en travaillant avec Étienne Guyon, que vous allez voir tout à l'heure, Pierre-Gilles Degène, que malheureusement vous ne verrez pas, il était prix Nobel de physique et il est décédé il y a quelques années. Donc tous les trois et puis quelques autres collègues, on a travaillé à améliorer ces bétons-là, qu'à l'époque j'avais appelé, en faisant beaucoup rire les Américains, les bétons de performance. Les Américains appelaient ça la French approach, c'était vraiment par dérision. Et puis ces bétons de performance se sont beaucoup développés aujourd'hui. Quand vous regardez les grands ouvrages qui sont construits, ils sont tous faits avec ces bétons de performance.
Ah oui, tout à fait. Une des très grosses difficultés du système éducatif en France est qu'on a, bien plus que tous les autres pays, découpé les disciplines et de plus en plus et de plus en plus tôt en mettant un professeur pour chaque discipline. Et chaque professeur défend sa discipline contre l'agression de la discipline voisine, alors que dans beaucoup d'autres pays, on apprend les disciplines ensemble autour d'une activité, d'une pédagogie de projet. Une des idées, et ça n'a rien à voir avec les ponts, mais plus généralement, l'idée de la main à la pâte, l'idée de l'EIST au collège, c'est précisément de faire que le professeur unique, qu'il soit le professeur de sciences, le professeur de SVT, ou professeur de français, etc., ou professeur d'histoire, ne travaille pas tout seul, mais qu'il y ait un certain nombre d'animations qui permettent, sur certains sujets, pas tout le temps, mais sur certains sujets, de travailler en équipe autour d'une pédagogie de projet. Donc c'est bien ça, faire un pont, même si c'est pas le pont au sens de la construction. Hein, et c'est un vrai enjeu pour notre système éducatif qui a pris beaucoup d'années de retard par rapport à ce qu'on voit dans le système anglo-saxon, mais aussi dans le système chinois qui réussit remarquablement actuellement, dans le système d'enseignement en Italie, en Espagne, même dans les pays latins, on n'hésite pas à mélanger beaucoup plus les disciplines. Chez nous, on est frappé d'observer que quand le jeune sort de l'école primaire pour entrer en sixième, d'un seul coup en sixième, alors qu'il n'a que quelques mois de plus, il lui faut 10 professeurs différents, ce qui est tout à fait un non-sens.